Second invité de l'émission, Axel Clermans. Bonjour. Bonjour. Ou bonsoir. Vous êtes directeur de recherche FNRS à l'ULB et votre sujet de recherche depuis des années, c'est la conscience, qu'on retrouve dans toute une série d'expressions, avoir la conscience tranquille, etc., etc. Mais alors dites-moi, la conscience, c'est un mystère de la planète ? C'est un mystère, c'est un problème scientifique que le philosophe américain Daniel Dennett, qui est décédé il y a à peu près un an, a décrit comme un problème auquel on ne sait pas encore comment il faut penser. Et donc cette question de savoir comment l'activité biologique du cerveau produit tout ce qui se passe dans notre tête, parce que c'est ça la conscience, c'est l'effet que ça vous fait à vous d'être vous, c'est tout ce que vous ressentez, c'est l'ensemble des émotions, des pensées, etc. Eh bien, personne n'a une théorie qui convainc tout le monde. Et c'est purement biologique ? Vous dites biologique, c'est purement biologique ? Le substrat doit être biologique, c'est-à-dire que dès le moment où on est dans une perspective matérialiste par rapport aux relations entre le cœur et l'esprit, on doit admettre qu'il ne se passe rien dans votre esprit qui ne trouve pas sa source dans l'activité biologique de votre cerveau, évidemment en interaction avec le monde, avec autrui et avec lui-même. Mais pourquoi l'homme a une conscience ? Alors ça, c'est une immense question qui m'intéresse maintenant particulièrement. C'est de trouver la fonction de la conscience, à quoi ça sert finalement d'avoir une conscience. Et ici, on ne parle pas de conscience morale. Donc, on parle tout simplement de cette idée que j'ai une représentation de qui je suis en tant que sujet, que j'ai des expériences et des choses qui m'arrivent, à propos desquelles je peux réfléchir et ainsi de suite. Enfin bref, tout ce qui est conscient, et on ne sait pas effectivement à quoi ça sert. Alors, en fait, on sait très bien à quoi ça sert. C'est-à-dire que moi, il me semble que tout ce que je choisis de faire est motivé précisément par ce que j'ai envie de ressentir et parce que j'ai envie d'éviter de ressentir. Et donc, il me semble que la conscience, là, est primaire. C'est ce qui donne, c'est ce qui me motive à agir dans un sens ou dans un autre. Et donc, la fonction de la conscience, c'est de me faire agir d'une certaine manière, mais qui ne sert pas nécessairement les intérêts de l'évolution. Donc, les gens qui font du parachute ou du base jumping ou qui s'engagent dans des comportements dangereux, finalement, ils font ça pourquoi ? Ils font ça pour ce qu'ils ont envie de ressentir. Même au prix éventuel de leur survie, au prix de leur vie. Voilà. Alors, question basique. Cette petite table-là, elle a une conscience ? Alors, il y a des gens qui diraient que oui, mais il y en a beaucoup qui ne seraient pas d'accord avec ça. Et vous ? Non, sûrement pas, évidemment. Je pense que pour qu'on puisse parler de conscience, il faut sans doute un système nerveux, c'est-à-dire un ensemble de neurones ou de cellules biologiques dont la fonction est de traiter l'information. Alors le cerveau humain, on sait qu'on a à peu près 86 milliards de neurones qui ont chacun 10 000 connexions avec d'autres neurones. Et donc on a un réseau là tellement complexe. C'est un univers dans l'univers. C'est un univers dans l'univers. On décrit d'ailleurs le cerveau comme le cerveau de Homo sapiens comme l'objet le plus complexe qu'on connaisse. Alors la table évidemment. Non. Mais il ne faut même pas évoquer des histoires de cerveau, etc. La table, ça ne fait rien à la table d'être cette table. C'est-à-dire qu'elle n'a pas d'expérience, ça fait rien. Et quand je fais ça, elle sent rien. Mais non, exactement. Mais quand je vous Alors, fais ça à vous... un chat, un chien. Bonne Alors, question. tous les gens qui ont des chats et des chiens, là, ils attendent la réponse. Écoutez, un peu de conscience, quand même. Un jour, j'ai donné cours, et alors l'idée, c'est de partir de l'homme, parce que l'homme est conscient, tout le monde est d'accord, et puis on descend, et alors on s'arrête comme ça au ver de terre, et là, les gens commencent à plus très bien savoir s'il faut attribuer au ver de terre une forme de conscience. Et alors, dans ce cours-là, les étudiants s'arrêtent au chat. Alors là, je n'étais pas d'accord, on a eu toute une discussion, parce qu'évidemment que le chat a une forme de conscience, ça fait quelque chose à un chat d'être un chat, ça fait sans doute quelque chose à tous les mammifères, tous les oiseaux, les grands singes, tous les céphalopodes. Les pies bavardes, j'ai lu aussi. Exactement, oui, bien sûr, évidemment. Et donc, il y a une sorte de consensus scientifique aujourd'hui qui consiste à attribuer une forme de conscience aux mammifères, aux oiseaux, aux céphalopodes. Les poissons, ça se discute pour l'instant. Les insectes, il y a beaucoup de questions. Il y a des gens qui travaillent, par exemple, sur le cerveau des abeilles, qui montrent que ce cerveau d'une abeille a une structure suffisamment complexe pour soutenir des processus de traitement d'information complexes qui pourraient alors former la base d'une forme de conscience. Mais comment savoir, puisque les abeilles et tous les autres animaux sont incapables de nous parler de leurs états mentaux. C'est ça qui nous convainc les uns les autres que nous sommes conscients, c'est que vous pouvez me dire ce que ça vous fait d'être vous, un chat, peut l'exprimer de certaines manières peut-être, mais il ne peut pas vous dire je me sens comme ceci, je me sens comme cela. Alors, votre thèse, c'est la plasticité radicale de la conscience. Ça veut dire que pour vous, si j'ai bien compris, l'apprentissage joue un rôle fondamental.
Oui, tout à fait. Je pense que le cerveau apprend au fil du développement, donc ça démarre peut-être même avant la naissance, à redécrire sa propre activité à lui-même et donc à se former une représentation de lui-même. C'est ce que vous appelez un univers dans un univers, un modèle de ce que cela veut dire d'être un sujet. Et je pense que ça, c'est un processus qui commence très tôt et qui est sans doute enraciné dans les tentatives que fait par exemple l'enfant, le jeune bébé, si vous voulez, de comprendre comment il peut manipuler les états mentaux d'autrui. Finalement, j'interagis avec des adultes et je peux très vite capter quelles sont les conséquences des actions que je dirige vers ces autres adultes sur leur propre comportement. Et pour faire ça bien, je dois me former une représentation de ce que ça veut dire d'être cette autre personne, ma mère, mon père, n'importe quel autre adulte qui s'occupe de moi à ce moment-là. Et je peux ensuite tourner ce modèle vers moi-même. Apprentissage toute la vie aussi. Apprentissage toute Même la vie, encore évidemment. aujourd'hui. Ah oui, bien sûr, ça continue. Ça continue jusqu'à la mort. Oui, bien sûr. Oui, évidemment. Il n'y a pas de raison de... L'enfant poule, par exemple, ou l'enfant qu'on a vu, l'enfant loup. Alors lui, l'apprentissage, il est bloqué. Alors, tout le cas de ces enfants loups, effectivement, de ces enfants qui ont grandi dans des environnements dans lesquels ils ont très peu d'interaction avec d'autres êtres humains. Donc, alors, on n'en connaît plus. Maintenant, on a trouvé, je pense, il y a une quinzaine d'années, le cas d'un enfant qui avait été élevé, c'est une horrible histoire, essentiellement par des poules, parce que ses grands-parents l'avaient, en fait, le faisaient vivre dans le poulailler. Quand on l'a découvert et sauvé quelque part, il se comportait comme une poule. Il entrait dans une pièce, il sautait sur une table, il faisait des bruits de poule et ainsi de suite. Le modèle qui s'était formé de ce que cela veut dire d'être un agent dans le monde, c'était le modèle d'une poule, c'est le modèle avec lequel il avait grandi. Alors dites-moi une question peut-être un peu aussi philosophique. Finalement, la vraie réalité, on ne va jamais la connaître. On reste dans une sorte de bulle avec un cerveau qui est une machine à produire. Quelqu'un a dit, finalement, la réalité, c'est l'intersection de toutes nos hallucinations. Oui. Vous signez cette formule ? Alors, il y a des degrés. Il y a aussi des gens qui disent que la réalité n'existe pas. Il y a une forme de réalité à laquelle, évidemment, nous n'avons pas accès. Le cerveau est tout seul dans la boîte noire que constitue le crâne et il essaie de comprendre ce qui lui arrive autour de lui. Et donc, pour faire ça bien, il fait des prédictions. Et donc, une partie de ce que nous percevons est aussi le résultat de projections. Je m'attends à percevoir quelque chose et c'est finalement ce que je vois, et parfois davantage que ce qui est vraiment devant moi. Et donc là, on peut parler d'une forme d'hallucination sans évoquer toutes les illusions visuelles. Et alors la citation, c'était de dire effectivement, on hallucine la réalité tout le temps et l'intersection de toutes nos hallucinations, finalement, c'est ce qu'on appelle la réalité. C'est une belle manière de dire qu'il y a une sorte de consensus autour de ce qu'on doit considérer comme réel, mais qu'il y a aussi toute une frange de contenu, finalement, qui nous échappe. Qui nous échappe, oui. Alors, je pose la question à tous les chercheurs. Oui, qui nous échappe. Chaque organisme a une vision complètement différente du monde. Une abeille n'a pas du tout la même perception de la réalité que nous. Donc, au fond, votre recherche fondamentale, quelles sont les applications concrètes pour ceux et celles qui nous regardent dans leur vie ? Écoutez, c'est vraiment de la recherche fondamentale ce que moi je fais, mais j'ai beaucoup de collègues qui travaillent sur la conscience, qui sont en contact direct, par exemple, avec la clinique de la conscience qui concerne tous les désordres de la conscience, comme on appelle cela. Il y a des gens qui sont dans le coma, qui sont dans des états de conscience non répondants, donc l'état végétatif. Il faut savoir comment détecter ces états. Il y a aussi ce fameux état de locked-in. Il y a le journaliste français Stéphane Baubry qui avait écrit un ouvrage dont on a tiré un film qui s'appelle « Le scaphandre et le papillon », dans lequel il décrit cet état qui a l'air horrible, mais qui n'est moins que ce qu'on pense, en fait, d'être entièrement paralysé, en fait. Donc on est prisonnier de son propre cœur. On est devenu incapable de communiquer, si ce n'est par l'usage d'une paupière. Et cliniquement, c'est assez difficile à distinguer d'un état dans lequel la personne est vraiment... n'a plus de conscience, en fait. Donc, le cerveau est toujours vivant, si vous voulez, le sujet est toujours vivant, mais la conscience a disparu, il n'y a plus personne à la maison. Et donc, il faut faire la différence clinique entre ces deux cas qui demandent un traitement complètement différent. Et donc, il y a toute une série de travaux sur ces cas cliniques, mais aussi sur les substances hallucinogènes, qui concernent directement des problèmes qui ont une application dans le monde réel. Dites-moi, après la mort, la conscience... Il y a encore un petit bout qui reste ou pas ? Dans l'esprit des autres. Moi, je suis... moi je parlais dans l'esprit du mort. Mais non, alors là, je pense que... Non, je crois qu'il y a...
enfin, on va dire qu'en sait-on, finalement, Oui. mais dans une perspective Vous êtes un scientifique. agnostique, finalement. Je pense que c'est la perspective la plus raisonnable. Parce qu'il y a eu des expériences où les gens sortaient de leur corps quand ils étaient dans un état, justement, de conscience... Oui, il y a toute une série de travaux Hallucination. très intéressants autour des expériences proches de la mort. Alors, ces expériences de désincarnation ou de sortie du corps, je pense qu'il faut mettre ça sur le dos des choses qu'on imagine, de choses dont on fait l'expérience. Donc, ce n'est pas des inventions non plus, les gens font vraiment l'expérience de ça. Est-ce qu'il y a une réalité? Là, je dirais qu'il n'y a aucune donnée expérimentale, scientifique, sérieuse qui permette de soutenir l'idée que quelque chose est préservé après la mort. La conscience comme onde particule qui voyagerait dans les univers des univers. J'ai lu ça, c'est une hypothèse, mais qui est quoi? Fictionnelle? C'est une hypothèse qu'on appelle le panpsychisme, c'est l'idée que chaque particule élémentaire dans l'univers porte un quantum de conscience. Oui. Bon, personnellement, moi je trouve ça tout à fait farfelu. Oui. Il n'y a aucune donnée qui soutient ça. C'est une hypothèse qu'on peut entretenir. C'est une position philosophique sérieuse qu'on peut défendre. D'ailleurs, il y a des philosophies orientales qui vont dans cette direction. Et donc, c'est quelque chose, une idée qu'il faut prendre au sérieux. Il n'y a rien qui prouve ça. Et c'est une idée qui est quand même trop compliquée, je trouve, pour... Axel, vous avez reçu des prix prestigieux. Vous avez une renommée internationale dans votre recherche. Alors, ma question, est-ce que vous espérez un jour un Nobel, alors qu'il n'y a eu aucun Nobel en psychologie pure? Écoutez, ce serait vraiment présomptueux pour moi que d'espérer un Nobel. Oui. Mais en psychologie pure, il n'y en a pas? En psychologie pure, il n'y en a pas, effectivement. Alors pourquoi oui, il faudrait se battre, effectivement. La psychologie est une discipline très très jeune. Finalement, ça fait à peine une centaine d'années, un peu plus, 120-30 ans qu'on parle de psychologie scientifique. Et donc, on en est au tout début comparé à la physique ou à la chimie, évidemment. Et alors, c'est vrai que la psychologie est un domaine qui est toujours un peu difficile à classer, puisqu'on a un pied dans les neurosciences dures, finalement, et un pied quasiment dans la philosophie de l'esprit, surtout quand on s'intéresse à un phénomène tel que la conscience. Dernière question. Vous êtes un directeur de recherche FNRS, donc vous devez faire des choix quand on vous propose des hypothèses de travail. Ça doit être compliqué, ça. Mais non, tout le travail est fait par des doctorants et des post-docs qui travaillent. Oui, mais c'est vous qui décidez à un moment donné. C'est moi qui décide. Oui. Ils suivent mes intérêts, évidemment. Donc, j'ai une équipe, on discute. Parfois, c'est une situation comme quand une personne obtient un mandat d'aspirant. Alors, c'est un projet souvent qui est le projet de la personne. Alors, on négocie un petit peu. Dans d'autres cas, comme c'est le cas maintenant, c'est moi qui pilote un projet que j'ai mis au point moi-même et pour lequel j'ai engagé des personnes. Merci d'avoir été notre invité. Et puis, vous pouvez bien entendu revoir cet entretien sur tous les sites IPM, Libre Belgique, DH, L'Avenir. À mercredi prochain.